Alors, jusqu'ici, j'espère que tu es rentré vraiment dans la stratégie, que tu as eu tous les tenants et les aboutissants de cette stratégie, que tu as compris ce qu'on allait faire. On va bientôt passer donc dans le vif du sujet. On va rentrer vraiment dans la technique, à la fois sur le marketing même et sur la stratégie globale. Mais avant ça, donc j'aimerais aborder un point très important, plusieurs points d'ailleurs, donc autour de ton entreprise. On va parler beaucoup de fiscalité, mais pas que. Je vais aborder quelques points importants qui n'est pas d'ordre fiscal. Donc c'est vraiment un module où je réponds à toutes les questions que j'ai systématiquement, que ça soit sur cette stratégie ou pas d'ailleurs. Donc c'est le profil des personnes qui ont pris cette formation, ce sont des personnes assez jeunes, où c'est la première entreprise qu'elles montent, et forcément il y a des questions fiscales, juridiques qui se posent, et je vais essayer d'y répondre. Surtout que c'est une partie rébarbative, pour ne pas dire pour ne pas dire le mot chiant, mais il faut faire les choses bien. Donc évidemment, moi ça va faire plusieurs années que j'ai monté des entreprises, j'en ai fait plusieurs, je sais ce qui me correspond, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, c'est vraiment du cas par cas, c'est selon le profil de la personne, mais je vais te donner mes conseils pour commencer, tout du moins pour débuter. Je ne suis ni juriste, ni comptable, ni expert là-dedans, mais je vais pouvoir quand même t'aiguiller pour te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, notamment par rapport à cette activité même. Mais avant, comme je te l'ai dit, on va aborder des points importants qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Tout d'abord, donc le nom de ta société. Donc, il faut savoir que quand tu vas lancer ta société, donc tu l'as peut-être pas en tête, mais il se peut que tu vas évidemment la faire évoluer, la faire croître, tu vas peut-être embaucher des personnes, on ne sait jamais, mais il y a une autre option, c'est qu'à terme, tu vas la vendre. Pourquoi pas? Si on te propose 1 million d'euros, tu vas y réfléchir par 2 fois. Tout ça pour te dire que sur une activité comme celle-ci, il faut pas appeler sa société par un nom propre, donc par son nom propre évidemment. Moi par exemple, mes activités infoprenariales, donc où je donne du conseil, je vends en quelque sorte mon expertise et mon image. Et on voit ma photo partout, c'est moi, et s'il n'y a plus moi, la société, elle est fichue, elle est morte. Donc là-dessus, sur un type de société comme ça, je peux mettre mon nom propre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, c'est FD Conseil. Par contre, sur la stratégie donc, de prestation de services digital, si tu veux construire quelque chose pour essayer de le revendre, il faut surtout pas mettre son nom propre. Ça va être impossible à revendre après. Donc ça, c'est important de le souligner, et il faut construire donc quelque chose, l'image de marque et ta société et le nom autour de ta niche. Donc c'est aussi pour ça que la question de la niche qu'on a abordée dans le module précédent est important, parce que toi tu pourras encore plus cibler, ça sera encore plus efficace pour convertir. Donc idéalement, tu intègres le bénéfice dans le nom. Je vais te donner des exemples, mais évidemment, si tu appelles ta société aimant un client, ils vont vite comprendre. Et encore mieux, aimant un client pour restaurateur. Là, c'est clair et net, tu n'as même pas besoin de présenter ce que c'est. La personne en face de toi a compris. Et potentiellement, tu peux revendre. On ne va pas savoir qui va être derrière la société qui s'appelle aimant un client pour restaurateur. On n'en a rien à faire. Mais donc, tu peux la revendre aisément. Et dernier point avant d'aborder la fiscalité, évidemment, recherche si oui ou non le nom de domaine est pris ou pas. C'est important, ne fais pas des recherches pour au final te dire au bout d'une semaine que le nom est pris sur Internet. Donc, un point important, il faut prendre un .com. C'est bête comme chou, mais il faut prendre un .com. Il ne faut pas essayer de prendre un .fr ou un .net, il faut prendre un .com, et donc tu vas sur, je vais te mettre le lien directement,
tu vas sur le site d'OVH, c'est le plus simple que tu puisses faire, donc ovh.com/fr/domaine. Et là, tu vas pouvoir faire tes propres recherches, tu vas trafiquer pour voir si effectivement, oui ou non, le nom existe déjà. Et effectivement, dans l'optique de prendre le nom pour avoir ta propre vitrine et pour avoir ton propre site, ce qui peut être basé sur ton image plus ou moins, ou accentué plus vers tes services. Donc voilà, là je t'ai tout dit pour tout ce qui n'était pas fiscal. On va pouvoir donc aborder la fiscalité tranquillement, si je puis dire, parce que c'est quand même une question très complexe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert, donc la chose à faire, surtout si on est novice, c'est d'aller voir un comptable. C'est lui qui va pouvoir t'aiguiller, c'est quelque chose, c'est gratuit, hein. Lui va te conseiller gratuitement. Il sait que forcément, si tu vas te lancer, tu vas aller revenir vers lui pour ensuite faire les démarches. Donc voilà, première chose à faire, aller voir un comptable. Mais évidemment, je ne conseille pas forcément de le faire tout de suite dans l'immédiat. Tu vas pas te dire à la fin du module, là j'ai pas fini la formation, je vais aller voir un comptable. Non, ce que je conseille de faire, et ça c'est peut-être quelque chose que tu ne vas pas entendre venant de la bouche d'un professionnel, c'est que tu lances ton business et tu vois si ça marche. Alors personne ne va te dire ça, enfin dans la sphère professionnelle, un comptable il va pas te dire ça forcément, sinon il va avoir des problèmes, il va te dire de commencer dès le premier centime, mais tu lances ton business, tu fais tes premiers sous, tu vois si ça marche. Bon là pour le coup je t'assure que ça marche, mais admettons que ça soit une stratégie, que tu n'es pas sûr que ça marche ou que tu veuilles monter une autre boîte. Tu te lances, tu fais pas de la procrastination intelligente, comme je dis souvent, en essayant de savoir ouais, quelle société je vais faire, comment je vais faire, quel montage fiscal je vais partir. Non, tu passes à l'action tout de suite, tu agis, et si tu vois que ça démarre bien, bah, à ce moment-là, tu y vas. Je peux te dire sincèrement que tu peux gagner 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Et au pire, une fois que tu auras monté ta structure, que tu seras fiscalement légal, tu pourras déclarer à ce moment-là ce que tu as gagné à l'époque où tu n'étais pas déclaré. Moi, personnellement, bon, je ne suis pas censé te dire ça, mais mon tout premier business, j'avais gagné, avant de déclarer, donc, j'avais gagné à peu près 10 000 euros. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il faudrait quand même se dire, je vais commencer à déclarer. Bon, j'ai tout déclaré une fois que j'avais ma structure, mais les 10 000 premiers euros, j'avais aucune structure et je n'avais rien déclaré. Donc la première chose à savoir pour connaître sur la forme idéale pour toi, c'est de savoir si tu es tout seul ou avec un partenaire ou plusieurs partenaires. C'est important, pour connaître le statut tout simplement. Donc ceci dit, on va commencer tout de suite par parler de l'auto-entreprise, auto-entrepreneur. Hop. Auto-entrepreneur. Ce qui peut vraiment convenir quand on commence donc dans la prestation de service. Donc la micro-entreprise comme on l'appelle maintenant, donc auparavant c'était l'auto-entreprise, donc c'est quelque chose de gratuit, c'est pas négligeable parce qu'effectivement après quand tu vas avoir des structures comme la SARL ou la SASU, là c'est pas gratuit. Donc auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, donc tu es considéré comme non salarié. Donc ça c'est quelque chose d'important parce que donc forcément en tant que non salarié, tu es considéré comme indépendant, forcément ça veut dire la même chose, et en tant qu'indépendant, tu dois cotiser au RSI. RSI, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le régime social des indépendants.
Et c'est un point non négligeable parce que tu vas voir dans les autres formes que je vais te présenter, il y en a certaines qui seront en RSI, d'autres non. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de fuir le RSI. Alors peut-être que tu vas écouter cette formation dans un an. Là, moi, je suis en octobre 2017. Le RSI existe toujours. Et en tant que non-salarié, tu dois cotiser et donc payer une certaine somme au RSI. Donc les cotisations sociales sur l'auto-entreprise sont calculées sur ton chiffre d'affaires. Donc au final, c'est très simple. Il n'y en a que deux possibles. Donc il y a la prestation de service. On en est en plein dedans là, prestation de service, mais je vais te parler aussi de l'autre. Prestation de service et la vente de marchandises. Donc là, ça ne nous intéresse pas. La vente de marchandises, on est taxé à 13,10% de ton chiffre d'affaires. Alors que la prestation de service, tu es taxé à 22,70%. Ah oui, ça fait quand même, ça commence à faire pas mal, surtout que nous on est parti sur la cotisation sociale la plus élevée, donc la prestation de service. Donc voilà, tu vas avoir ton chiffre d'affaires et 22,70% que tu vas reverser en cotisation sociale. Il faut savoir effectivement qu'il y a des limites, il y a des plafonds que tu ne peux pas dépasser. Donc, auto-entrepreneur, tu peux aller de 0 à, donc pour la prestation de service, tu peux aller jusqu'à 33 100 euros. Donc, jusqu'à cette limite, tu peux rester en auto-entrepreneur, il n'y a pas de souci. La vente de marchandises, là, c'est 82 800 euros. C'est bien supérieur. Après, il faut savoir que ça augmente à peu près tous les 2-3 ans, les plafonds. Mais là, d'actualité, ce qui nous intéresse, donc, c'est la prestation de service, donc à payer cotisation sociale à 22,7% et un plafond de 33 100 euros. Alors, quand tu te rapproches des 33 100 euros, il faut savoir que si tu le dépasses, tu vas passer automatiquement sur un statut qui ne nous intéresse pas du tout. Donc il faut faire les démarches pour monter une entreprise avant d'atteindre les 33 100 euros. Sinon, ils vont te basculer automatiquement et là, ça va être la galère pour pouvoir passer sur ce que tu veux. Donc quand tu arrives vers 25 000 euros, là, tu commences à aller voir ton comptable pour lui dire que tu veux monter ta société. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, pour faire court, il y a deux possibilités. Donc, la première et la deuxième. Alors, tu vas vite comprendre les avantages et les inconvénients de chacune. Alors, il y a beaucoup de points comparables et qui sont exactement les mêmes. Alors déjà, c'est pour l'ouverture de l'un comme de l'autre, c'est entre 500 et 1000 euros pour l'ouverture d'une URL ou d'une SASU. Un autre point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une séparation des patrimoines personnels et professionnels. C'est-à-dire que si tu étais amené à faire banqueroute, on pourra uniquement saisir les biens de la société. On ne pourra pas venir frapper à ta porte et dire est-ce qu'on peut te prendre ça, est-ce qu'on peut te prendre ta maison, alors que tu l'as acheté en bien personnel. Donc encore une fois, c'est sur les deux structures. Dans les deux, tu as possibilité d'associer, d'avoir un associé. Ah, ça sera évidemment une étape pour la suite, mais c'est important de le souligner. Évidemment, dans les deux, obligation d'avoir un comptable. Ça, tu peux pas y échapper.
Et un comptable, c'est entre 800 et 2000 euros par an, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors maintenant, c'est là que on va faire des différences entre l'un et l'autre. Grosse différence, c'est que dans donc, le premier, le URL, tu es considéré comme un non-salarié. Donc exactement comme dans l'auto-entreprise, un non-salarié, donc un indépendant, donc tu cotises au RSI. Alors que dans la SASU, tu es considéré comme un salarié. Bon, tu vas être président de la SASU, tu vas être seul, mais du coup, en tant que président, tu vas être assimilé à salarié. Et donc, en tant que salarié, tu ne payes pas le RSI. Et ça c'est génial. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut fuir le RSI. Donc là, de premier abord, tu te dis, forcément, là, ou à cette étape-là, c'est la SASU qui prend le devant. Tu as plus envie de partir là-dessus que de partir sur le URL. Donc maintenant, on va parler de ta rémunération, parce que c'est vraiment ça qu'on veut au final, c'est savoir comment tu vas être payé, combien tu vas avoir dans ta poche, combien tu vas être taxé par rapport au chiffre d'affaires que tu fais. Donc sur une URL, les charges donc, sont basées sur la rémunération du gérant. Et c'est très simple. C'est environ 47% de la rémunération. Donc voilà, tu es taxé à 47% si tu veux te verser un salaire. Oui, ça fait beaucoup. Ensuite, la SASU, c'est un petit peu moins simple parce qu'il y a deux options. C'est soit tu touches des revenus en salaire, soit tu touches tes revenus, donc les salaires sont mensuels, donc évidemment comme un vrai salaire, soit tu touches des dividendes, mais là c'est annuel. C'est important d'avoir la différence parce que tu vas voir que la taxation est complètement différente, à une disproportion d'ailleurs assez importante. Et donc forcément, quand tu veux te payer mensuellement et annuellement, il y a une différence. Donc sur le salaire, tu es taxé à 81%. Oui, il n'y a pas de faute, hein, c'est 81%. Donc s'il n'y a pas de salaire, si tu ne verses pas de salaire, il n'y a pas de charge sociale, il y a juste un impôt sur les dividendes. Donc ensuite, tu as la deuxième possibilité de te faire payer en dividendes, une fois par an. Et là, tu es taxé à 15,5%. Alors là, tu dois te dire, franchement, 80% ou 15,5%, le choix est vite fait. Alors ouais, je te l'accorde, le choix est vite fait. Mais tout ça pour te dire qu'il faut une excellente gestion de ton argent. Parce que le dividende, une fois par an, faut bien calculer son coût. Donc, il faut vraiment calculer de ce que tu vas avoir besoin sur 12 mois. Et là, tu te payes en dividende. Parce que si tu veux tirer un salaire tous les mois comme un employé, comme un salarié, tu vas être taxé à 80%. Et tu ne veux pas être taxé à 80%. Alors, sachant que il y a une notion importante et qui n'est pas forcément abordée en tant que telle dans les textes, c'est que tu vas avoir une carte de société et tu peux passer certains frais sur la société. Des frais que normalement tu es censé passer pour les avantages de ta société,
dans une idée de croissance que tu vas vraiment utiliser pour ta société. Mais du coup, par exemple, si tu veux acheter un nouveau PC, tu le fais passer sur ta société. Ça reste un exemple, le PC, mais ça peut être ton téléphone, ça peut être des repas d'affaires. Et donc tout ça, tu peux le faire passer sur la société et tu ne seras pas taxé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas besoin donc, de sortir un salaire ou de sortir un dividende pour ensuite payer ça. C'est bien que tu veux acheter ou ces services vont passer directement sur la société et tu n'as pas de souci à te faire si oui ou non tu vas être taxé. C'est pour le bien de la société et donc en tant que tel, tu n'as pas à ressortir pour rentrer de l'argent. C'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur. C'est qu'ils vont essayer, ils réfléchissent comme un salarié, j'ai mon salaire et je dépense. Non, c'est là que la force d'une société est vraiment puissante. C'est que d'abord, tu utilises les frais pour ta société dont tu as besoin et ensuite, à la fin, tu réfléchis ce que tu veux te verser à toi, personnellement, si vraiment c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de la société. Donc il faut vraiment bien comprendre cet aspect de la forme d'une société. Donc forcément, si tu as envie de t'acheter, je ne sais pas, une montre, tu ne peux pas la faire passer sur une société. Donc il va falloir que tu te retires soit un salaire, soit des dividendes pour pouvoir acheter ta montre. Mais si tu veux acheter une nouvelle voiture, il faut que tu aies une voiture pour pouvoir te déplacer et donc ça rentre dans le cadre d'une société. Donc la voiture, tu vas l'acheter au nom de la société, tu vas l'utiliser, mais du coup, tu n'auras pas besoin de sortir l'argent pour acheter ta voiture. Et donc, tu ne seras pas taxé sur l'argent que tu as utilisé pour acheter la voiture. L'argent reste au sein de l'entreprise, tu achètes la voiture avec. Et ça, il faut bien comprendre ça avant de te lancer dans une entreprise. Un autre point, dernier point que je n'ai pas abordé, c'est qu'en tant que... si tu te sers un salaire, donc tu n'as pas de charge sociale, alors qu'en dividende, tu n'as pas de couverture sociale. Donc. Ce que je veux dire, c'est dans le premier cas, tu cotises à la Sécu, tu peux avoir une couverture sociale, mais pas dans l'autre cas. Donc ça, c'est un détail qui a quand même son importance. Donc, ce que je te conseille de faire, on va résumer ensemble. Tu commences par une auto-entreprise en prestation de service. Tu seras taxé à 22,70% de ton chiffre d'affaires jusqu'à la limite de 33 100 euros. Vers les 20-25 000 euros, tu vas avoir un comptable. Tu ouvres, donc là je pense que tu es d'accord avec moi, tu ouvres une SASU. Une SASU qui a tous les avantages que je viens d'énumérer et tu te payes en dividende. La gestion de l'argent une fois par an pour pouvoir retirer, au final c'est pas un problème, c'est pas vraiment un problème en tant que tel parce que comme je viens de te l'expliquer, tu peux utiliser quand même pas mal des fonds pour toi sur le nom de la société. Donc voilà, si tu as des questions, tu auras le groupe privé. N'hésite pas à poser tes questions si vraiment tu as des points qui bloquent sur la fiscalité. Je sais c'est chiant, mais je pense que j'ai été assez clair. C'est pas facile d'aborder ces sujets, c'est complexe et c'est pas très passionnant. Donc voilà, si tu as une question, tu me contactes ou tu le mets sur le groupe, il y a quelqu'un qui va te répondre.